Ménage. Je serai le président de tous les Sénégalais. Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission Remue Ménage. Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires, bref, Tous les intellectuels. avec son dynamisme et sa réactivité, Alassane Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu, histoire d'approfondir et de mieux comprendre. Remue Ménage. L'école sénégalaise est-elle prise en otage par les enseignants et les autorités étatiques? Quelle solution de sortie de crise? La situation politique au Sénégal va-t-on vers un duel entre Idriss Seck et Macky Sall? La violence avec arme à feu au Sénégal, nouveau phénomène ou révélation d'une violence enfouie? Pour débattre de ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 18 février 2018 Maurice Soudieck-John, enseignant-chercheur à l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, docteur en sciences politiques, et Khadim Bamba Diagne, docteur en sciences économiques à la FASEG, enseignant-chercheur, directeur scientifique de l'ARM, laboratoire de recherches économiques. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM. Bienvenue, nous sommes dimanche et c'est le 18 février 2018. Khadim Bamba Diagne, vous êtes docteur en sciences économiques à la FASEG, c'est à l'UCAD. Vous êtes enseignant-chercheur et directeur scientifique de l'AREM. Maurice Soudieck-John, vous êtes également docteur, mais en sciences politiques, enseignant-chercheur à Gaston Berger de Saint-Louis. Merci d'avoir accepté notre invitation. La grogne sociale avec la marche des enseignants qui demande au gouvernement de respecter ses engagements, augmentation substantielle et changement et alignement de leur indemnité de logement, harmonisation des systèmes de retraite, recrutement des enseignants, entre autres revendications ont été posées sur la table. Les enseignants ont donc organisé une marche vendredi dernier pour réclamer tout cela. Maurice Soudieck-John, comment analysez-vous aujourd'hui ces revendications des enseignants? Oui, je pense que d'abord, bonjour Alsane, merci de m'avoir invité. Bonjour également à Khadim. Je pense que par rapport à cette grogne sociale, il faut analyser cela par rapport à plusieurs niveaux. Le premier niveau, il faut dire aussi qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Pouvoir d'achat par rapport aux fonctionnaires en général. Et ce problème de pouvoir d'achat a été aggravé par le fait que de 1980 à 2000, les salaires ont très peu évolué, alors que le coût de la vie n'a cessé d'augmenter. Donc ça, c'est un premier constat. Le second constat également, c'est que sous le président Abdoulaye Wade, il y a eu des hausses substantielles de salaire, mais ces hausses de salaire ont désorganisé la grille salariale de la fonction publique en général. Il a manqué deux choses, notamment la rationalisation et l'harmonisation, ce qui fait que il y a des frustrations qui sont nées au niveau des différentes composantes de cette fonction publique, et cela nourrit donc quelques ressentiments. Le troisième niveau d'analyse, c'est qu'il y a trop de syndicats dans le secteur de l'enseignement. Je pense qu'il faudrait également mettre de l'ordre dans cela, et qu'avec cette multiplication exponentielle des syndicats, on a une sorte de surenchère qui fait que c'est peut-être des intérêts particuliers, pas forcément les intérêts de l'école qui sont mis en avant. Et je pense aussi, pour terminer sur ce point, on a un problème lié à la qualité du service public. On a des services publics qui s'effondrent, notamment le service public de la santé et le service public de l'éducation. Il est inacceptable que dans un pays où la majorité des citoyens vivent dans des situations assez précaires, que l'on ne puisse pas avoir des services publics de qualité, tant il est vrai que l'école a toujours été cet instrument d'ascension sociale, cet instrument qui permettait d'assurer l'équilibre de la société dans le long terme. Donc on est dans une situation où aujourd'hui on a comme l'impression que seuls les riches sont à même de pouvoir se soigner correctement et de pouvoir donner à leurs enfants une éducation convenable. Cela n'est pas acceptable dans un pays pauvre comme le Sénégal et où les ressources ne sont pas utilisées de façon efficiente. Khadim, vous partagez cette analyse? Oui, merci beaucoup Alassane pour l'invitation. Je salue Maurice et je souhaite bon carême à nos parents chrétiens. Je vais compléter juste ce qu'a dit Maurice. Je pense que les enseignants, comme nous tous, nous sommes des enseignants, nous allons caresser les enseignants
avec des mains de velours au sens des poils. Ils ont raison. Je pense que ce que les enseignants demandent, c'est juste en fait qu'il y ait une égalité des indemnités. Alors, est-ce que c'est possible? C'est pas possible. On va en discuter en tant qu'économiste, mais je vais porter la casquette d'enseignant. Je pense que c'est vrai ce qu'a dit Maurice. Après, le président Abdoulaye Wade avait décidé souverainement d'augmenter le salaire des magistrats. Et je pense que cette augmentation du salaire des magistrats a déstabilisé la grille salariale. Les magistrats ne font que moins de 500 par exemple. Vous augmentez 100 000 francs sur le salaire des magistrats, ça ne fait même pas 1 milliard l'année. Mais les enseignants font 97 000. Le dernier fichier électoral montre qu'il y a 97 000 enseignants. Vous augmentez 100 000 francs, ça fait plus de 115 milliards. L'impact salarial est extraordinaire. Est-ce que l'État a les moyens de le faire? C'est ça le problème, parce que l'État a des limites. Et la première limite, c'est que nous avons des critères de convergence au niveau de l'UMOA. Et dans les critères de convergence, il y a un point qui nous dit que la masse salariale sur les recettes fiscales doit tourner autour de 35%. Nous sommes à 34,9% parce que les recettes fiscales sont de 2211 milliards, alors que la masse salariale est de 633 milliards. Donc on est à 34,5%. Et même, c'est des stratégies qu'Abdoulaye Wade avait prises, en fait, qui cachent, bon, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il y a des fonctionnaires qu'on ne paye pas sur cette masse salariale-là. Parce qu'il y a des gens... Contrats spéciaux, c'est ça? Non, il y a aussi des gens qu'on paye sur les dépenses, sur les dépenses de matériel, c'est-à-dire les corps émergents. Les professeurs d'université sont payés sur les dépenses de transfert. C'est-à-dire que si on met tous les fonctionnaires, on dépasse cette masse salariale-là. À partir du moment où nous avons des limites économiques, des pactes de convergence, donc même si les enseignants ont raison, l'État n'a pas les moyens de le faire. Si un État, quelque part, promet aux enseignants de régler le problème des indemnités de logement, il va raconter du n'importe quoi, mais ce n'est pas possible. Économiquement, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on va continuer maintenant à faire des grèves sur une chose que personne, Abdoulaye Wade ne pouvait pas le faire. Le président Macky Sall ne peut pas le faire. Le prochain président aussi ne pourra pas le faire. Donc à un moment donné, comme vous le dites souvent, le plan Sénégal Éducation, pour moi, c'est la meilleure façon de régler ce problème-là. Essayez de voir dans 10 ans, 15 ans, les augmentations de salaire se feront maintenant, mais avec seulement les enseignants. Essayez de voir chaque année combien on peut augmenter et d'année en année qu'on essaie de résorber le gap. Les enseignants ont raison sur toute la ligne. Mais en fait, il y a des limites économiques et en plus, si vous réglez le problème des enseignants, ça va créer un effet domino. Les médecins vont se dire que comme l'État règle le problème des enseignants, il peut régler notre problème. Après, ce sont ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça, je pense que c'est des coûts. Et le métier d'enseignant, pour moi, ce n'est pas n'importe quel métier. Comme le disait Rousseau, il y a des métiers si nobles qu'on peut les faire pour de l'argent sans se montrer indigne de les faire. Tel est celui de l'homme de guerre, tel est celui de l'enseignant. Aujourd'hui, face à cette situation, la grogne des enseignants, les revendications, les problèmes économiques qui font que l'État ne peut pas le faire, est-ce que les enfants ne sont pas en otage? Oui, naturellement, les enfants sont en otage parce que, de toute façon, je parlais tout à l'heure de services publics de qualité et c'est surtout là, on a l'impression que les différents acteurs, chacun en ce qui le concerne, se cramponne, se recroqueville sur ses intérêts personnels, sur les intérêts catégoriels et on laisse justement les enfants qui ne savent plus à quel sein se vouer et les parents également. Je pense qu'aujourd'hui, on devrait évoluer vers un observatoire des secteurs névralgiques au Sénégal, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que l'on se dise que voilà, c'est des secteurs où il y a des problèmes qui sont récurrents et c'est à peu près les mêmes problèmes qui se posent depuis 20, 25, voire 30 ans. Donc, on peut régler ces solutions-là, ces problèmes-là. Donc, on a comme l'impression que c'est toujours le rapport de force que l'on met en avant. Le rapport de force, parce que le gouvernement ne cède qu'après un rapport de force éprouvant et donc ne respecte pas souvent ses engagements. Donc, cela entraîne une sorte de
de situations assez difficiles où ce sont les maillons faibles du système, c'est-à-dire les enfants qui finissent par en pâtir. Et au-delà des enfants, c'est la nation, parce que les enfants que l'on forme aujourd'hui, ce sont les dirigeants de demain. Et c'est sur cela que les équilibres, que le développement du pays doit reposer. Donc si on sacrifie l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir du Sénégal que l'on sacrifie à l'autel des intérêts personnels, des intérêts catégoriels des acteurs, notamment des enseignants, mais qui, quelque part, parfois, sont pris en otage eux-mêmes par une logique de surenchère et par une logique de confrontation qui, malheureusement, semble être la seule voie que l'État comprend. Avec le Sénégal qui, dit-on, est un pays pauvre, est-ce que aussi l'État ne peut pas prendre des mesures sur des niches de gaspillage d'argent pour économiser et investir ça à bon escient, pour que les enseignants eux-mêmes sentent quelque part que l'État s'occupe d'eux? Tout à fait. Parce que face à cette situation-là, il y a deux solutions. Ou qu'on révise la grille salariale. Mais le problème, c'est quoi? Il y a des hauts fonctionnaires, par exemple, qui ont déjà un niveau de vie. Et nous autres, les économistes, la chose la plus difficile, c'est de rabaisser le niveau de vie de quelqu'un. C'est extrêmement compliqué. Ou bien, on essaie de hisser les enseignants à un niveau au moins respectable. Parce que si vous augmentez l'indemnité des autres fonctionnaires, cela va créer une inflation, même sur les bâtiments, les appartements vont être très chers et les enseignants avec... les coûts vont augmenter. Voilà, et ils vont subir l'augmentation des coûts. Les enseignants ont raison sur toute la ligne. Mais en fait, c'est un problème, comme l'a dit Maurice tout à l'heure, il faut qu'on regarde un tout petit peu la nation. On dépasse le gouvernement, on dépasse même l'État. Parce que Abdoulaye Wade, en 2011, il y avait une grève, en 2011-2012, de 5 mois. Abdoulaye Wade est parti. Est-ce qu'on a fait mal à Abdoulaye Wade? Non. Alassane, on ne peut pas avoir des ambitions d'émergence, des ambitions de développement. Nous sommes nés pauvres. Mais nous devons lutter pour que nos enfants ne soient pas pauvres. Et ce combat-là, maintenant, ce n'est pas seulement le combat de l'État. Parce que le gouvernement est là aujourd'hui. Demain, le gouvernement va partir. Mais les conséquences de l'éducation vont impacter sur les générations futures. Donc, je pense qu'au-delà des problèmes, des négociations ratées avec le gouvernement, je pense que les enseignants... Moi, je parle en tant qu'enseignant, et la chanson de Omar Penn, l'instituteur, quand on demandait aux enfants qu'est-ce que vous voulez être, tout le monde disait instituteur autant, parce qu'il y avait des enseignants de gauche. Mais aujourd'hui, on a des enseignants de droite. Et j'adore cette belle citation de Mariam Abba dans Une si longue lettre, quand il décrivait le comportement de l'enseignant, si vous me permettez de le citer. Il disait que chaque métier intellectuel ou manuel mérite considération, qui requiert un pénible effort physique ou de la dextérité, des connaissances étendues ou une patience de fourmi. Le nôtre, comme celui du médecin, n'admet pas l'erreur. On ne badine pas à la vie. Et la vie, c'est à la fois le corps et l'esprit. Déformer une âme est aussi sacrilège qu'un assassinat. Les enseignants, ceux du cours maternel autant que ceux des universités, forment une armée noble aux exploits quotidiens, jamais chantés, jamais décorés. Armée toujours en marche, toujours vigilante. Armée sans tambour, sans uniforme rutilant. Cette armée-là, déjouant pièges et embûches, plante partout le drapeau du savoir et de la vertu. Comme nous aimons ce sacerdoce, humble institutrice d'humble école de quartier, comme nous servions avec notre foi, notre métier et comme nous dépensions pour l'honneur. Il est temps maintenant que les enseignants regardent que la nation. Sinon, chaque année, il y aura 4 mois, 5 mois de grève, perte et profit. Après, c'est l'élève enseignant qui est fragile. C'est-à-dire qu'on ne dote pas, on ne capacite pas l'étudiant ou l'élève pour que d'ici 10 ans, 15 ans, pour que cet élève-là peut concurrencer avec les grands du monde. Nous sommes nés pauvres, Alassane. Nous n'avons pas le droit de laisser ce pays-là pauvre. Et la seule chose de régler la pauvreté, Alassane, c'est l'éducation. C'est le seul ascenseur social qui permet à un enfant né dans une famille modeste, dans la région la plus pauvre, de devenir aujourd'hui président de la République du Sénégal. Donc, si on joue avec cet instrument-là, je pense que nos avenirs seront de plus en plus. Mais Maurice, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour sortir de cette impasse? Je pense que c'est assez difficile parce que nous sommes dans une situation assez particulière. D'une part, on est dans une année préélectorale, donc ça veut dire que je parlais tout à l'heure de rapports de force qui sont toujours mis en avant dans les rapports entre l'État et les syndicats. Il faut, par exemple, à l'université, par exemple, au niveau des organisations estudiantines, c'est la violence
carrément qui est un mode d'expression et de revendication. Et regardez, il y a quelques mois, environ un mois et demi, les étudiants, on a attendu que les étudiants saccagent les biens publics, brûlent des pneus et autres pour qu'on puisse leur payer leur bourse. Donc cela n'est pas acceptable. Il faut donc revoir les méthodes de lutte, certes, mais également le rapport du gouvernement par rapport aux syndicats et par rapport aux revendications, au mode légitime de revendication politique. Ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on est dans une année préélectorale, je le disais tantôt. Donc, les enseignants vont se dire que puisque ce qui intéresse les gouvernants finalement, c'est d'être réélus et de conserver leur fauteuil. Donc, ils vont faire le maximum pour faire pression et essayer d'obtenir gain de cause. Mais à quel prix? En sacrifiant l'école qui est déjà complètement à genoux, le niveau des élèves est ensuite libre. Aujourd'hui, les enseignants également n'ont que essentiellement des revendications matérialistes et autres, ce qu'on peut comprendre, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on ne peut pas se focaliser exclusivement sur ces considérations relatives aux conditions d'existence des enseignants sans pour autant s'intéresser essentiellement au fondement du service public, c'est-à-dire un service public de qualité pour une école de qualité qui soit au service du développement. Aujourd'hui, on est dans une situation où je pense que les syndicats risquent d'aller dans cette confrontation, mais le gouvernement a la responsabilité d'essayer de désamorcer cette crise, parce qu'autrement, il peut y avoir un effet un effet domino, un effet de contagion avec d'autres secteurs. Et comme on est dans une année qui précède une année électorale, donc on risque d'avoir des situations assez difficiles, d'autant plus que le gouvernement va être porté naturellement vers des considérations électoralistes. Regardez ce qui s'est passé en 2011. On a eu 4 à 5 mois de grève dans le secteur, dans l'enseignement supérieur. Ça n'a absolument rien donné. Parce que justement, en ce moment-là, le gouvernement était préoccupé par autre chose, c'est-à-dire par l'élection. Donc, en même temps, le moment aujourd'hui est un moment propice parce que c'est un moment favorable au rapport de force en faveur donc des syndicats, mais en même temps c'est un moment défavorable parce que le gouvernement est orienté vers d'autres considérations, c'est-à-dire la reproduction, la conservation du pouvoir. On parlait tantôt des étudiants et des élèves. Il y a aussi la situation des écoles privées à qui l'État doit plus de 16 milliards de francs CFA qui n'auraient pas à les payer. Ces étudiants-là étaient aussi dans la rue pour manifester, pour demander à étudier, à ce que l'État respecte ses engagements vis-à-vis des établissements privés. Et tout ça montre que, Alassane, nous sommes dans un pays pauvre, très endetté. Vous voyez, les enseignants demandent une augmentation. L'État a du mal à payer ses engagements. Il y a 6 000 abris provisoires. Donc, en fait, toutes ces raisons justifient que les moyens ne sont pas là. Alors nous sommes à 34,9%, la masse salariale. En fait, les critères, on est presque à 35%. Mais est-ce qu'en réduisant le train de vie de l'État quelque part, on n'aurait pas pu économiser cet argent pour payer les dettes? Vous savez, tout ça maintenant, parce qu'il y a un sentiment d'injustice, et c'est tout à fait juste. Le fait que les gens pensent que ceux qui gèrent le pouvoir ont un niveau, et parfois c'est vrai, ont un niveau de richesse qui dépasse l'ordinaire. Et certains fonctionnaires aussi ont un niveau de richesse qui dépasse l'ordinaire. Et l'enseignant qui a des amis inspecteurs des impôts, magistrats, voit que le niveau est très élevé, en fait, ça peut lui faire mal. C'est pour cela que je pense que le plan Sénégal Éducation, là, maintenant, on ne peut pas... Parce qu'on ne peut pas, et moi en tant qu'économiste, je pense que ce n'est même pas une bonne chose de diminuer le train de vie de certains, mais on va essayer d'augmenter le train de vie des enseignants. Maintenant, ça, on ne peut pas le faire aujourd'hui, demain ou après-demain, ce n'est pas possible. Il faut planifier, c'est ça? Il faut le planifier, parce que, Alassane, on n'a pas assez de salles de classe, il y a 6 000 abris provisoires. Deuxièmement, on doit encore recruter des enseignants. C'est-à-dire qu'il y a des dépenses sur le plan infrastructure, c'est extraordinaire. Et presque 100 000 enseignants augmentés, parce que les 6 000 francs augmentés ont un impact de presque, en fait, plus de 10 milliards. C'est-à-dire que plus on augmente, plus l'impact est extraordinaire. L'État parle de 11 000 francs CFA. 11 000 francs. 11 000 francs va faire un impact de 6 milliards. Maintenant, qu'est-ce qui se passe?
On doit augmenter leur salaire. C'est ce qui est juste. Il faut qu'il y ait une justice sociale. Mais ce n'est pas possible. Et le danger est que, comme le disait Maurice tout à l'heure, pour moi, le moment est mal choisi. Les enseignants pensent qu'un an avant les élections, parfois, il faut pousser le gouvernement. Mais le gouvernement va prendre des décisions sous contrainte. Des décisions, d'habitude, il ne peut pas respecter. Parce que le gouvernement aussi a des contraintes financières. On n'a pas encore payé les écoles privées. Il y a des abris provisoires qui demandent encore d'autres enseignants. Il y a d'autres secteurs aussi. Il n'y a pas que seulement l'enseignement. Il y a d'autres secteurs. Et si vous réglez le problème d'un secteur, les autres vont se dire que pourquoi pas nous. À partir du moment où on est dans un climat un tout petit peu... Parce que les hommes politiques, l'opposition va utiliser les enseignants. Mais aussi, si l'opposition arrive au pouvoir aussi, elle va avoir les mêmes problèmes. Ce n'est pas un problème de gouvernement, c'est un problème de toute la nation. Je pense que tout ce qu'on peut demander à l'État, c'est de mettre en place un plan Sénégal Éducation pour résorber le gap des indemnités de logement et demander aux enseignants de former les élèves, non pas parce que oui, le gouvernement les a demandé ça, mais parce qu'ils doivent le faire juste pour permettre à notre pays, d'ici 10 ans, 15 ans, d'être vraiment présent dans l'émergence. Maurice, au moment où justement on parle de ces questions cruciales, le monde aujourd'hui est gouverné par ce qu'on appelle l'économie de la connaissance, le débat politique au Sénégal aujourd'hui est quelque part sous forme d'invective. On voit de plus en plus les demandes que l'opposant Idriss Seck a faites au président Macky Sall, les réponses qui sont données par rapport à cela. Et ce climat-là aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les questions essentielles qui concernent l'avenir du pays stratégique sont prises en compte? Malheureusement, il faut dire qu'au Sénégal, les questions politiques se ramènent essentiellement à des considérations relatives à la conquête et à l'exercice du pouvoir politique. Et c'est dommage parce que nous avons des questions de fond, des questions qui doivent être celles concernant le développement économique, culturel et social du pays, les questions d'ordre stratégique. Malheureusement, si on ne règle pas les questions qui ont trait à la compétition politique, aux règles de la compétition d'abord, on ne peut pas évoluer dans le fond des questions, c'est-à-dire sur les éléments relatifs au développement économique et social d'une part, et que d'autre part également, on est dans une logique où c'est les invectives, les attaques ad hominem, les attaques crypto-personnelles qui priment sur un vrai débat, un débat sérieux sur les enjeux nationaux. Alors, aujourd'hui, les rapports entre les demandes d'explication, en tout cas les messages par médias interposés entre le président de la République et son ex-premier ministre, cela est compréhensible. Et l'ex-premier ministre. Et l'ex-premier ministre Idrissa Seck, je pense que c'est compréhensible dans le sens où on est dans un domaine comme névralgique, c'est le domaine des ressources naturelles. On a vu toutes les controverses qu'il y a eu autour de l'affaire Petro-Tim. Aujourd'hui, il est normal que l'opposition puisse demander des comptes par rapport à cela. Non pas au sens de l'article 95 de la Constitution qui parle un peu de la procédure de réception dans l'ordre juridique interne des traités internationaux, mais au sens de l'article 25.1 de la Constitution qui a été introduit par la réforme constitutionnelle 2016-10 du 5 avril 2016. Eh bien, cet article 25.1 dispose très précisément que les ressources naturelles appartiennent au peuple, elles sont utilisées pour l'amélioration de ses conditions de vie, l'exploitation et la gestion des ressources naturelles doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Donc l'interpellation, les injonctions à la limite que l'opposition adresse au président de la République sont légitimes et sont constitutionnellement fondées puisque c'est la charte fondamentale, c'est la constitution de notre pays qui exige que les ressources naturelles soient gérées de façon transparente. Donc de ce point de vue-là, il faut que justement ces ressources soient gérées de la façon la plus claire, la plus transparente et qu'on n'ait plus de situation à la Petro-Tim, puisqu'on a vu qu'aujourd'hui, avec l'évolution des choses, le monsieur en question, Franck Timis, a vendu ses parts
et a disparu. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a jamais eu ni les capacités techniques, ni les capacités financières pour avoir des permis d'extraction. Voilà aujourd'hui où on en est, et il faut qu'on apprenne quand même de nos expériences et qu'on pose ce problème-là de façon claire et précise dans l'espace public, et que cela se fasse dans l'intérêt des Sénégalais. Et cela ne peut se faire s'il n'y a pas une transparence au rendez-vous. Oui, ce débat posé sur la place publique, on a l'impression qu'aujourd'hui, que les gens sont entrés dans des louvoiements, dans des attaques, essayer de contourner cette question essentielle qui est celle de la gestion des ressources naturelles du Sénégal. Mais pour compléter ce qu'a dit Maurice, je pense que le débat posé par Idrissa Seck est très intéressant. Mais politiquement, Idrissa Seck n'attendait pas une réponse. Il voulait juste une réaction du président. Et le président... Pourquoi juste une réaction, en fait, pas de réponse? Parce qu'en réalité, Idrissa Seck était très en retard sur les questions du pétrole. Je pense que le débat du pétrole, c'était avec Ousmane Sonko, c'était avec le ministre de l'Énergie. Est-ce que c'est une stratégie aujourd'hui? C'est une belle stratégie. Et en fait, comme on a mis au secret, Karim Wade et Khalifa Sall sont mis au secret, alors Idrissa Seck pose une question et le président accepte le défi. Maintenant, le duel est là. C'est-à-dire que le président, il y avait des hommes politiques qui ont toujours attaqué sur cette... Il n'a jamais répondu. Le fait de répondre à Idrissa Seck, c'est comme s'il dit que voilà maintenant mon adversaire, voilà. Maintenant, Idrissa Seck, maintenant, de très loin, aujourd'hui, il a eu presque une semaine, on ne parlait que de lui. Il se définit maintenant comme l'adversaire du président. Et l'erreur du président de la République, pour moi, c'est une erreur, c'est même une faute, la réponse du président. Aujourd'hui, il a répondu. Ce qui est sûr et certain, demain, Idrissa Seck va poser encore une question très stratégique, on va attendre sa réponse. S'il ne répond pas, on va dire qu'il y a quelque chose. Parce qu'on est dans... C'est la politique. Ils font de la politique. Et Idrissa est un dur à cuire, c'est un homme politique. Et je me dis que, pour moi, la stratégie, le président a été élu pour gouverner. Il n'avait qu'à gouverner. S'il entre dans le jeu de questions-réponses, il a défini Idrissa Seck comme adversaire. Et des adversaires politiques du président, je ne vois pas un adversaire plus tenace, plus crédible, plus politique qu'Idrissa Seck. Parce que Khalifa Sall, Karim Wade, mais Idrissa, c'est un homme politique. Et c'est un homme qui s'est fait aussi, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs politiques, c'est clair. Mais on apprend de ces erreurs-là. Maintenant, le président accepte le défi. Maintenant, Idrissa Seck, vous voyez, des ministres l'ont attaqué, il n'a jamais répondu. Vous voyez, quand le président a répondu, il a fait une contre-réponse. Et maintenant, le duel est là. Le duel est là, il dit, a été un ancien Premier ministre, a été un ancien haut fonctionnaire. Ce qui est sûr, c'est que Idrissa Seck peut avoir toujours des amis dans le système. En fait, des amis qui peuvent lui donner des informations extrêmement sensibles. Il va encore poser une autre question au président. Et maintenant, les Sénégalais vont demander au président, mais pourquoi vous avez répondu sur cette question-là et non c'est cette question-là? Deuxièmement, mais les autres, comme Sonko, comme les autres, vont se demander, mais pourquoi nous aussi on pose des questions et le président ne nous répond pas? Et je pense que le président ne peut pas passer tout son temps à répondre à l'opposition. Je pense que c'était une faute et il fallait éviter ça. Est-ce que donc on est entré de plein pied dans une pré-campagne jusqu'en 2019 là? Oui, je pense que c'est ce que disait Khadim avec beaucoup de pertinence. C'est vrai que le président de la République gagnerait, de mon point de vue, à conserver une posture de transcendance d'ici l'élection présidentielle. Parce qu'aujourd'hui, s'il se met à répondre à Idrissa Seck, il est en train de construire un opposant, de formaliser une bipolarisation. Parce qu'en réalité, c'est ce que Idrissa Seck recherche, dans le sens où, au Sénégal, on a toujours fonctionné sur le mode de la bipolarisation. Depuis Carpo, Blaise Diagne, Galandou Diouf, Lamine Gueye, Senghor, Mamadou Dia, Senghor, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, etc. Donc aujourd'hui, en recherchant cette bipolarisation, c'est une manière subtile pour lui de se positionner. Mais le président de la République, maintenant qui le suit dans cette voie, je pense qu'il travaille un peu à raffermir
son principal. Mais est-ce que le président n'est pas dans l'obligation de répondre aussi, parce que c'est une question de transparence de la gestion de l'argent des Sénégalais, des ressources sénégalaises aussi. Certes, mais il peut y avoir d'autres personnes qui répondent. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, il peut répondre. D'autres membres, d'autres responsables politiques ou administratifs peuvent répondre. Mais une réponse argumentée, une réponse fondée sur une certaine objectivité et non pas des réponses qui ont tendance à verser dans l'invective facile, dans les calomnies, dans le dénigrement. Et ça, je pense que ça dessert le camp présidentiel. Aujourd'hui, dans cette situation aujourd'hui de non-discussion, de non-dialogue et de crispation des partis et des opinions des uns et des autres, est-ce qu'on va vers une présidentielle qui peut être très, très difficile? C'est normal. C'est-à-dire qu'il y a un gouvernement qui gère, il y a une opposition qui s'oppose. Pour moi, c'est ce qui est normal. Je fais partie des gens qui ne croient pas au dialogue politique. Pourquoi? Alassane, pour moi, on dialogue sur quoi? On a plus de 300 partis. Et sur les 300 partis, les 250 ou 270, excusez-moi du terme, c'est vraiment des partis cabines téléphoniques. Et le dialogue, pour moi, c'est pas sur les points que posés sur la table par l'opposition, c'est le fichier électoral. Je pense que l'État a audité le fichier. Si le fichier est bon, qu'on donne les Sénégalais leur carte. Maintenant, on arbitre les opposants et pour ajouter, Idriss Seck, à chaque fois qu'il communiquait, je ne sais pas est-ce que les journalistes ont fait attention, mais il était au sud du Sénégal. C'est-à-dire que maintenant, c'est un homme il était sur le terrain politique, ça c'est un. Deuxièmement, il communiquait. Cela dit que lui, il a commencé en fait sa pré-campagne. Le président de la République, son bilan, les résultats de son travail, c'est ça sa campagne. Maintenant, si le président commence à répondre, on est sur la pré-campagne, est-ce que le président aura le temps? Deuxièmement, le Front social est là, est en évolution et ça va continuer parce que les gens pensent que c'est le meilleur moment de mettre la pression. Je pense que le gouvernement donc sera extrêmement difficile d'essayer de régler le problème du Front social et de parler. Et le danger aussi, à l'APR, il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques. Ça, c'est un problème. Et à chaque fois que quelqu'un, Idriss, attaque, tout le monde contre-attaque. Mais pas avec des arguments. Parce que si vous nous dites que, oui, Idriss, racontez-nous en 2004. Non, il faut arrêter ça. On est en 2018. Il attaque, donnez des arguments. Ce que le président a fait, si quelqu'un d'autre l'avait fait, le ministre de l'Énergie ou le ministre des Affaires étrangères, c'est une très bonne réponse. Une très belle réponse à Idriss Seck. Mais on n'a pas besoin d'insultes. Non, il pose un débat technique, répondez techniquement sur la question. L'erreur, c'est seulement que il n'était pas le président de la République, c'est le président de la République. On lui a confié un État, on lui a confié notre pays et le Front social est là. Je pense, on attend à ce que le président essaie de régler les problèmes des Sénégalais, qu'on laisse Idrissa et les autres et certains membres de l'APR faire la politique, descendre sur le terrain. Et en 2019, le président va présenter un bilan, l'opposition va dire que non, si on était à sa place, on ne va pas faire les choses comme ça, on va le faire comme ça. Et la proposition est là et les Sénégalais vont choisir. Maintenant, le dossier du pétrole est un dossier extrêmement sensible et ce qui me fait plaisir, c'est qu'aujourd'hui, les hommes politiques font des recherches sur la chose et c'est extrêmement intéressant parce qu'aujourd'hui, pour moi, le niveau du débat commence à... malheureusement, il y a certains qui insultent, mais le niveau du débat s'élève. Parce qu'il y a d'autres au cadre de l'administration, comme Abdoul Mbaye, comme Ousmane Sonko, en fait, qui viennent pas avec des armes purement politiques, mais qui posent un débat extrêmement intéressant. Et donc, avec Idriss Seck dans l'opposition, avec Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, je pense que le parti au pouvoir est obligé de relever le niveau du débat pour vraiment... Parce que les Sénégalais aussi écoutent et essaient de voir quelque part comment faire pour... Justement, c'est sur ce point que beaucoup avaient été inquiets sur le niveau du débat, qui était fait d'invectives, de choses pas stratégiques, avec tout ce qui se passe dans la sous-région, à travers le monde. Aujourd'hui, on a vu aux États-Unis le recentrage que Trump est en train de faire par rapport à son pays, par rapport à l'emploi, par rapport aux questions stratégiques, et qu'aujourd'hui, qu'au Sénégal, qu'on soit dans des débats de personnes et qu'on ne pose pas les vraies questions. Oui, je pense que c'est une constante un peu dans le jeu politique sénégalais, mais ça nous renseigne un peu sur la conception qu'on a du pouvoir.
Le pouvoir, c'est un instrument de puissance, mais c'est un instrument aussi de réjouissance. Mais ça ne pose pas encore la qualité des hommes politiques qu'on a dans notre pays? Oui, certes, la qualité des hommes politiques qu'on a, mais essentiellement notre culture politique qu'il faut remettre en question, qu'il faut remettre en cause. Et cette culture politique-là, malheureusement, elle est une culture partagée par l'élite, mais également que la masse, d'une certaine façon, également partage. Donc il faut un travail d'éducation, de sensibilisation pour corriger cette culture politique-là afin de la recentrer par rapport aux préoccupations essentielles du pays, c'est-à-dire par rapport à l'intérêt général, par rapport aux questions vitales que sont le développement économique, l'emploi, l'éducation, la santé, etc. Et qu'on ne soit plus seulement, on a l'impression qu'on est beaucoup dans le quantitatif. Par exemple, on a tendance, quand vous suivez un peu les messages à la nation du chef de l'État, on met beaucoup l'accent sur la dimension quantitative. On a construit tant d'écoles, on a construit tant d'hôpitaux, alors qu'on devrait peut-être se déplacer vers une dimension plus qualitative. Est-ce que les gens sont bien soignés? Est-ce que l'école produit des hommes et des femmes de qualité qui puissent servir au développement de leur pays? Est-ce qu'aujourd'hui les curricula sont adaptés par rapport au monde du travail? Voilà des questions de fond qu'on ne prend pas en charge. On est dans le quantitatif, un quantitatif qui en réalité ne veut rien dire. Et aujourd'hui, les syndicats également s'engouffrent dans cette brèche où on n'a que des revendications matérialistes, des revendications corporatistes, mais les revendications essentielles, celles qui peuvent sauver l'école, celles qui peuvent perpétuer un service public de l'enseignement, de l'éducation qui soit de qualité et qui soit capable de hisser le Sénégal au panthéon des nations les plus développées et les plus civilisées. Je pense que ça, c'est des questions essentielles que malheureusement, on met toujours en jachère. Est-ce que c'est ce manque de qualité qu'on a constaté dans le pays, dans tous les domaines, qui fait qu'aujourd'hui, que cela fait le lit de cette violence qu'on voit? C'est vrai, peut-être qu'elle a toujours existé, mais de plus en plus elle est médiatisée. On voit des Sénégalais s'entretuer avec armes à feu. Tout à fait. Bon, moi, j'ai un frère psychologue, Khalifa Diagne, du Coude. En fait, à chaque fois qu'on discutait sur la chose, il me dit toujours que c'est un sentiment. On a le sentiment qu'il y a trop de violence. Il était toujours là, consubstantiel à toutes les sociétés. Je pense que la presse joue un rôle extrêmement important. D'amplificateur, oui. Voilà, parce que autant on ne savait pas ce qui se passe à Saraya. Mais s'entretuer, de tirer des coups de barre. Et là, personne ne peut l'éviter. Vous voyez, aux États-Unis, il y a un jeune qui a entré dans un lycée ou bien dans une école primaire, tué 17 personnes. On ne peut pas empêcher quelqu'un qui veut tuer quelqu'un avec une arme. Et parfois, c'est des gens proches, des amis. Parfois, c'est une femme et son mari. Parfois, un chauffeur, ainsi de suite. Ça, c'est des choses, pour moi, qu'on ne peut pas... C'est extrêmement difficile de gérer ça. Et est-ce qu'on est parce que si c'était des agresseurs, des voleurs, tout cela, là, on peut essayer de voir comment faire pour augmenter le niveau de sécurité au Sénégal. Mais je dis que il y a des choses. Les Sénégalais sont parfois violents verbalement, comme les hommes politiques. Ils sont violents. Mais ça, pour moi, c'est des cas. C'est des cas. Mais on ne peut pas, de ces cas-là, dire que oui, il y a une augmentation de la violence. D'après le dernier rapport de la police, il dit qu'il n'y a pas le nombre de crimes, même a plus ou moins diminué par rapport aux années passées. Mais on a le sentiment, parce que maintenant, avec les émissions à la radio, les gens vont en parler, comme nous sommes un peuple qui n'est pas violent, cette petite violence-là, excusez-moi du terme, 2, 3, 4 morts, on pense que c'est vraiment... Alors qu'aux États-Unis, il y a moins de 3 jours, un jeune de rien du tout qui a tué 17 personnes. Et je pense que c'est des phénomènes sociaux, ce sont des phénomènes normaux dans une société. Dans une société, on a des gens bien, on a des gens mauvais, on a des prostituées, on a des voleurs, il y a tout, quoi. Mais souvent, c'est le mobile, c'est autour de l'argent. Oui, tout à fait. Mais Alassane, l'argent est le nerf de la guerre, comme le disait l'autre. Il n'y a pas plus important que l'argent. L'argent est très, 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 très important, même dans toutes les relations.
Alors, mais est-ce que ça peut justifier l'assassinat? Non. Maintenant, ce qui est sûr est qu'avec les hommes politiques aussi, d'habitude, à chaque fois, à l'approche des élections, il y a toujours, comme en 2011, des gens qui s'immolaient devant le palais de la République. Bon, je ne sais pas, parfois, qu'est-ce qui le justifie, parce que je ne suis pas psychologue, je ne suis pas sociologue. Mais pour moi, on a le sentiment qu'il y a de la violence dans ce pays-là, mais je ne pense pas que le niveau est aussi élevé. Maurice, des armes à feu utilisées dans des bagarres qui font que les deux personnes même se tuent. Oui, c'est quand même assez rare au Sénégal, même si ça existe. Oui, c'est vrai. Je pense qu'il faut peut-être analyser cela à travers plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est qu'il y a d'abord une circulation des armes légères. Ça aussi, il faut que l'État régule un peu ce marché. Deuxième chose, c'est qu'il faut s'attaquer aussi aux causes profondes de la violence. Les causes profondes de la violence, c'est souvent la pauvreté, c'est souvent les problèmes de chômage, d'exclusion et autres. Donc il faut travailler sur ces questions-là. Et le fait que les Sénégalais puissent s'indigner de cette montée de violence, même si elle peut être considérée comme n'étant pas très alarmante, je pense que c'est une bonne chose parce que ça montre que des valeurs fondamentales sont en train d'être secouées, d'être mises en cause. Et donc cela amène une mobilisation des services, des pouvoirs publics, mais également des citoyens pour justement essayer d'annihiler, parce qu'il y a toujours une part de violence dans une société. Toute société connaît quelque part de la violence, mais en tout cas limiter cette violence à des proportions les plus minimes possibles, d'autant plus que également il faut dire qu'il y a un phénomène d'amplification des effets de la violence lié à la multiplication des médias, encore que les médias sont portés vers le sensationnel, ce qui fait que si plusieurs médias à la fois mettent l'accent sur du sensationnel concernant des questions de violence et des questions de meurtre, cela donne l'impression que il n'y a que ça cela amplifie le phénomène et cela donne une lecture, une vision déformée de la réalité, avec cet inconvénient de produire un sentiment d'insécurité qui en réalité n'est pas toujours fondé. Mais est-ce qu'on n'a pas une impression de la banalisation de la mort dans ce pays? On a vu beaucoup d'accidents se passer dans ce pays, 35, 45 morts, et puis on dit oui, il y a la barre. En fait, voilà, mon problème c'est toujours, quand je vois ce pays qui veut être émergent en 2035, en 2018, vous voyez dans la circulation des charrettes, vous voyez moi je me dis toujours parfois l'absence de l'autorité, parce que au vu au su de tous les policiers des fois qui laissent faire. Et la fois passée, on s'est battu avec certains on était obligé de descendre parce qu'il y a un charretier qui a mis tellement de choses, de sacs de ciment dans sa voiture, dans son véhicule. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un tout petit peu, avec la situation de la route, la chaussée s'affaissait sur le cheval. Et on n'en pouvait plus. On a mis... Mais Alessandre, c'était terrible de voir le cheval tellement fatigué. Mais le monsieur, pour lui, c'est tout à fait normal. C'est son cheval. C'est son cheval en pleine ville. Donc, quelles sont les conséquences de l'utilisation de ces voitures-là dans notre pays en 2018? Deuxièmement, et quelles sont les conséquences? Aujourd'hui, la circulation à Dakar pose problème. Parce que Dakar est l'une des capitales au monde où tu croises des charrettes dans la circulation, des charrettes même tirées par des armes. Hein. C'est extraordinaire. Mais mieux. Deuxièmement, l'état des voitures... Et là, on est le signe du sous-développement. Mais l'état des voitures, la circulation. Vous voyez, aujourd'hui, vous voyez des voitures, par exemple, comme les cars rapides, depuis 1996. Mais je pense que c'est des choses qui ne sont pas normales. Mais on ne peut pas... On dit qu'il y a trop de voitures à Dakar, mais je vous dis, 45% des voitures à Dakar ne devaient plus circuler. Je pense que ça, c'est un problème. Je pense que l'autorité aussi doit jouer son rôle. On ne peut pas continuer, mais des voitures qui dégagent des gaz carboniques, on n'a plus finir.
pour moi, parfois, dura lex, sed lex. La loi c'est dur, mais c'est la loi. Et pour aussi tout ce sentiment d'insécurité, je dis souvent que dans tous les secteurs, il y a une évolution. Les gens évoluent, la presse évolue. Mais les voleurs aussi évoluent. Parce que ils se modernisent. Autant c'était des voleurs qui entraient dans les maisons la nuit pour voler un gaz. Maintenant, ils agressaient. Après, si maintenant ces voleurs-là peuvent avoir des armes à feu, ben voilà, ils se mettent à la page pour pouvoir montrer que... Parce qu'aujourd'hui, avec l'insécurité dans la sous-région, ce qui est sûr et certain, certains voleurs peuvent aller en Guinée-Bissau, dans tous ces pays-là où l'insécurité règne jusqu'à présent, avoir acheté des armes. Et donc ces armes-là, c'est beaucoup plus facile pour le voleur d'utiliser une arme à feu que d'utiliser des machettes, et ainsi de suite. Donc je pense qu'aussi, parfois, c'est des phénomènes que nous devons analyser. Mais l'État a un rôle extrêmement important à jouer, surtout sur la circulation. Parce que vous voyez parfois un bus avec 40-45 personnes, vous voyez, vous êtes derrière le bus, vous voyez comment il tangue, il tangue, slalom parfois. Mais comment on peut laisser, comment on peut donner une visite technique à cette voiture-là? Je pense qu'aussi l'État a sa part de responsabilité. Justement, comment analysez-vous aujourd'hui se laisser aller dans la circulation qui fait qu'aujourd'hui, pendant les gamous, les ziaras, on transporte beaucoup de gens, il y a beaucoup d'accidents, beaucoup de morts, et souvent, les chauffeurs ne payent pas. C'est peut-être garde à vue, 3 mois maximum, ils sont laissés, ils ressortent encore, ils reprennent les routes, tuent encore. Et que l'État, on a l'impression que l'État est là en train de regarder les Sénégalais mourir dans la rue, sur les routes. Je pense qu'il y a plusieurs... c'est une question qui implique plusieurs remarques. D'abord, une question de respect de la loi. Les lois existent, malheureusement, elles ne sont pas respectées et elles ne sont pas appliquées. Deuxième élément, c'est qu'au Sénégal, nous avons des explications socioculturelles valables qui permettent de justifier l'injustifiable. Il y a la barre, c'est ça? On dira que voilà, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, etc. Alors que c'est la notion de responsabilité individuelle même qui est une notion qui me semble être en déshérence. C'est-à-dire que personne n'est responsable de rien. Et ça, quand on est dans une société pareil où personne n'est responsable de rien, malheureusement, tout peut arriver. Et quand la catastrophe arrive, on a des explications. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est ceci, c'est cela, etc. Donc, il faut que l'on travaille sur la responsabilité individuelle. Et à ce niveau-là, chaque Sénégalais est interpellé et l'État, lui aussi, est interpellé pour faire respecter la loi. Parce qu'il est inacceptable et inadmissible que certains comportements puissent se perpétrer sur la voie publique et ailleurs, au vu et au su de tout le monde, et cela pose des problèmes de fond. Parce que si on continue comme cela, c'est ce qui fait que nous puissions tenir ensemble en tant que société pour nous projeter judicieusement sur l'avenir qui va être menacé. Et donc, c'est peut-être, on parle d'émergence, mais encore que l'émergence est un terme malpropre, parce que émerger, c'est sortir la tête de l'eau. Alors que, voilà, nous, on cherche plutôt à avancer, non pas à sortir juste la tête de l'eau. Mais c'est que le développement, qui est un terme qui me semble plus complet et plus riche, puisqu'il concerne toutes les facettes de l'humain, de son évolution qualitative et quantitative, je pense qu'il faut aller vers cela et faire véritablement une introspection que chaque Sénégalais doit effectuer et que l'État également puisse prendre ses responsabilités et faire respecter la loi. Est-ce que cette non-autorité, entre guillemets, qui se déroule dans ce pays n'est pas due quelque part à cette capacité des Sénégalais à négocier avec la loi? C'est ce que Abdelkader appelle parfois les sénégaleries. C'est ça le problème aussi. Au Sénégal, on pense toujours que si ce n'est pas même les négociations, il y a un marabout, il y a quelqu'un qui peut toujours intercéder pour que quelque part qu'un bandit de grand chemin sorte du gris de la vie. Je pense que, Alassane, il faudra qu'on essaie de mettre les hommes au même pied d'égalité. La loi, on doit l'appliquer sur toute sa rigueur. Et ce que Maurice disait, qui me semble extrêmement important, c'est le développement. Ce terme-là. Ouais, l'émergence, c'est un terme qui n'existe pas en économie. L'émergence, ce n'est pas un terme économique. On n'a aucun indicateur. C'est de la littérature. Voilà. On connaît la croissance, qui est l'augmentation d'un indicateur de dimension, donc qui est quantitative.
le développement qui est qualitatif et aujourd'hui quantitatif. Maintenant, ça c'est sur le plan, si on regarde les indicateurs comme l'éducation, comme la santé, comme vraiment le niveau de vie, comme la sécurité, comme toutes ces questions-là, vous voyez qu'on peut être un pays développé comme la Chine, sans avoir tout cela. Mais on ne le considère même pas comme un pays développé parce que la Chine n'a pas tous ces indicateurs-là. Et nous, je pense que nous, les pays pauvres, nous pouvons développer ces indicateurs-là comme ce que le Rwanda fait. Parce que tout dépend, parce que ce sentiment-là, et ce sentiment-là que, par exemple, le sujet qu'on discutait tout à l'heure, les enseignants ont, que ceux qui gèrent le pouvoir ont dans un niveau de richesse. Parfois, ils peuvent être trompés par le niveau de voitures, les voitures que les gens utilisent dans le... Routilantes. Voilà. Et donc, cela peut... La perception. Cette perception peut affaiblir tout le système. Je pense que c'est pour cela que moi, nous sommes des musulmans et je suis musulman. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui était un chef leader. Religieux et un leader et un homme d'État, essaie toujours d'être l'homme en fait, l'exemple. Il gouvernait par exemple. La pédagogie de l'exemple. Je pense que si nos hommes politiques arrivent à montrer qu'ils sont comme nous, ils vivent au même pied, ils conduisent les mêmes voitures que nous, je pense que cela peut régler. Est-ce que c'est possible dans une société où les gens ont des relents de Tchedo, où le rapport avec le pouvoir est un rapport de Ngour? Non, c'est des termes. Je pense que, Alassane, il y a tellement de termes en Wolof qu'on doit revoir, qu'on doit recorriger. Ngour, ce coup de la terre, yobale say homme. En fait, mbay ci sawe ou tank. Njariñ lo fekke. Ce ne sont pas des termes qui, en fait, poussent un pays vers le développement. Parce que tout le monde veut planter tout de suite, récolter tout de suite et manger ça tout de suite. Et quelque part, quand tu as même la chose, on te dit que ça n'est que lié. Et moi, je dis toujours que si tu as 4 enfants, les 2 s'en sortent, les 2 ne s'en sortent pas, quel est le travail de la mère maintenant? C'est tellement cool. Grosse question. Merci infiniment à Khadim Bamba Diagne. Donc, vous êtes docteur en sciences économiques à la FASEC. C'est à l'UQAD, vous êtes enseignant, chercheur, directeur scientifique de l'AREM. Merci à Maurice Soudjek Diom, qui est également docteur en sciences politiques, enseignant-chercheur à Gaston Berger de Saint-Louis. À la technique, Aliou Ndiassé, micro Alassane Samba Diop. Excellent dimanche à tous. You're so consumed with how much you get. You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. 11h jot ci RFM ñu dikk ak yéen ci xibaar yu gàtt yi. mbokk yi gannaaw bi leen nuyoo flash bi dañ koy door ak lu soxal wàllum politique Landing Savané wax ci mbirum Khalifa Sall moom njiitu AJ authentique xam ne maire Dakar kenn waru ko woon jàpp ndaxte day mel ni singale la ci wàllum politique rax si dolli tamit da koy may buzz mi ngi wax lu ni mel nag ci janoo taskatu xibaar yi mu doon amal nag démb ci geneen wàll moom njiitu AJ wax na ci càmbar gi doon càmbali di fichier électoral bi kaddu Landing Savané ñu déglu ko ci micro Barthélémy Ngom. 15 d'avance bi xaalis bu ñuy teg man mii nekkoon fonctionnaire sax xam naa ni 15 d'avance fu nekk la am ni ñu koy doxalee tamit loi yi juristes yi ñoo xam ni ñu koy doxalee dinay changé nag mbir yi changé na am na lu xew mais juristes yaa ngi fi droit baa ngi fi te réew mi nag dëgg-dëgg kenn du weddi ni juristes yi ak juges yi am nañu sañ-sañu wax dogal ci lu nga xam ne ni mooy yor kon nag comme mbir mi dem na ba egg ci seen loxo dañ leen bàyyi ñu dogal te ci biir loolu politique tamit doy waar la man nag buñ yëkkatee mbir moomu dëgg neex yàlla su ma sañoon du ñu dugg ci problème 15 d'avance bi surtout def ko mu niroog li nga xam ne ni mbiru politique la te loolu day yàq der te du yàq deru nguur gi man sawaruma ci audit fichier bi man du ma ci wax lu bëri ndax nee nañ def audit fichier ñu woo ay experts yi ñëw wax lu ñuy wax ne baax na léegi nag ku ko bëgg a weddi sañ nga weddi de ndax fii démocratie fi am wante nag expert man su ma ko wooyee d'accord ñu woo ko mu wax su ma ko gëmul sax du ma ci waxat du ma ci teg dara du ma ci teg baat parce que nit da ngay xam ne nga bëgg yàpp wala jën dem kanam wala dem gannaaw mais nekk wiri moom tabaxul kër. mu nekkoon Landing Savané njiitu AJ authentique beneen LD debout ñoom seen congrès daan nañ ko amal dem mu nekk rek juróom-ñetteelu congrès bu LD Souleymane Guèye Cissé ñu tabb ko mu nekk léegi secrétaire général bi nee na nag dina fexe joxaat LD gëddam waaye tamit bañ LD bañ a nekkati parti yóbbaale ma police Bambey doon amal opération bi ci guddi ci loolu nag daal nañuy fourrière ay woto yu bëri ak i Jakarta am na ay borom woto tamit yu ñu jàpp ndaxte seen i pièces dafa matul la bitim réew ca Guinée résultat élection locale
locales yi ñu fa doon amal ñeent fan ci weeru février ba léegi ñu koy xaar ay résultats ndànk rek la ñu amagum di résultat partiel ci yenn gox-goxaat yi di loo xam te ne nag opposant bi di Cellou Dalein Diallo mi ngi koy ñaawlu moom wax ne ñu di àttekat ya dañoo complot ak nguur ga ngi daal di foqati résultat élection yooyu tax ba Cellou Dalein Diallo di woo waa Guinée ñu taxaw wàcc ci mbedd mi di yëngal ngir nag ñu bañ a foqati seen vote daaneel ak Gambie réew moom mu tey ji juróom fukki at ak juróom ñett bi mu moomee boppam ñu màggal feetu indépendance bi mu méngoog tamit at gannaaw bi président Adama Barrow di njiitu réew bu bees ma daal di woon wat moom Adama Barrow wutu daaw atum 2007 ki di Yaya Jammeh nga xam te ne def na ci bopp réewum Gambie ñaar fukki at ak ñaar mu nekkoon xibaaru gàtt yi midi xibaaru caatal ci français ak Ousmane Gueye noor ma yaat leen ko ci wolof léegi-léegi seen émission Grand Jury